Papa vociféra Ellie. Elle se précipita vers lui le long du couloir des arrivées, en louvoyant parmi les passagers fraîchement débarqués comme un demi d'ouverture qui tente une percée avec le ballon à travers les lignes adverses. Les gens s'écartaient sur son passage avec des sourires indulgents. Louis était un peu embarrassé par ce déploiement d'exubérance, mais il sentit qu'en dépit de sa gêne, un sourire niais s'étalait largement sur sa propre figure. Gage était dans les bras de Rachel, et en entendant le cri d'Ellie, il leva les yeux et aperçut Louis. À son tour, il se mit à piailler « Waouh !» d'un air exultant en se tortillant dans les bras de sa mère. Rachel eut un sourire, dans lequel Louis distingua une pointe de lassitude, et elle déposa l'enfant à terre. Il se mit à courir dans le sillage d'Ellie en pédalant vaillamment sur ses petites jambes. « Waouh ! Waouh !» Louis eut tout juste le temps de remarquer que Gage arborait une salopette inconnue de lui, et de subodorer que le grand-père avait encore fait des siennes. Puis Ellie se jeta sur lui et l'escalada comme un arbre. « Bonjour papa !» beugla-t-elle en lui déposant un baiser retentissant sur la joue. « Bonjour mon lapin !» répondit Louis en se baissant pour rattraper Gage. Il prit le garçonnet au creux de son bras et il les serra tous les deux sur son cœur. « Que je suis content de vous revoir !» Rachel parvint à leur hauteur. Elle avait un sac de voyage et son sac à main accroché à une épaule, et à l'autre la sacoche en sky qui contenait les couches de Gage, et dont le flanc rebondi était barré d'une inscription qui disait « Bientôt je serai grand », et visait sans doute plus à consoler les malheureux parents qu'à stimuler le zèle de l'enfant à qui étaient destinées les couches. Rachel avait l'air d'une photographe qui vient d'achever un reportage particulièrement éprouvant. Louis avança la tête entre celles des deux gosses et lui effleura les lèvres d'un baiser. « Salut vous !»« Salut Doc », dit Rachel, et elle sourit. « T'as l'air claqué, dis donc !»« Mais je suis claqué, répondit-elle. On est arrivé sans problème à Boston. On a eu notre correspondance sans problème. L'avion a décollé sans problème. Mais au moment où il virait sur l'aile au-dessus de la ville, Gage s'est penché par le hublot pour regarder le panorama, et il a dit « Joli, joli !» et il s'est vomi dessus. « Oh, purée !» fit Louis. « Moi, j'ai dû l'emmener aux toilettes pour le changer, dit Rachel. Mais je ne crois pas qu'il ait attrapé un virus ni rien. C'était juste le mal de l'air. »« Rentrons à la maison, dit Louis. J'ai mis du chili à mijoter. »« Du chili lui hurla dans l'oreille une Ellie au comble de l'allégresse et de l'excitation. « Des chiouis lui hurla Gage dans l'autre, en sorte qu'elles tintèrent également toutes les deux. « Allez, en route, dit Louis. Allons récupérer vos valises et tirons-nous d'ici. »« Et comment va Church, papa ?» lui demanda Ellie au moment où il la reposait à terre. Louis avait anticipé cette question, mais pas l'expression inquiète qui s'était peinte sur le visage de la fillette, ni le gros pli soucieux qui s'était formé entre ses yeux d'un bleu sombre. Louis fronça les sourcils et son regard chercha celui de Rachel. « Ellie s'est réveillée en hurlant dans la nuit de samedi à dimanche, lui expliqua-t-elle calmement. Elle avait eu un cauchemar. Oui, j'ai rêvé que Church s'était fait écraser, dit Ellie. À mon avis, elle s'était un peu trop goinfrée de sandwichs confectionnés avec les restes de la dinde de la veille, dit Rachel. Elle a eu la colique en plus. Tranquillise-la, Louis, et fichons le camp de cet aéroport. J'ai vu assez d'aéroports en une semaine pour au moins 5 ans. Mais Church va bien, Poussin, déclara Louise d'une voix lente et douce. Oui, il va très bien. Il reste alangui toute la journée à me fixer de son drôle de regard trouble. On dirait qu'il a vu quelque chose qui a anéanti en lui toute espèce d'intelligence, si tant est que les chats en sont doués. Il se porte incroyablement bien. Le soir, je le fais sortir à l'aide d'un balai, parce que je ne supporte pas de le toucher. J'esquive un geste dans sa direction avec mon balai et il décampe. Et tu sais quoi, Ellie ? L'autre jour, quand je lui ai ouvert la porte, il avait une souris dans la gueule. Enfin, le peu qui en restait. Il lui avait arraché les tripes et il les avait réduites en compote. Il y en avait partout. Ce matin-là, je me suis passé de petit déjeuner. Mais à part ça... Vraiment bien, renchérit-il. Ah, fit Ellie, et le pli qui s'était creusé entre ses sourcils s'effaça. Bah, j'aime mieux ça. Après ce rêve que j'ai eu, j'étais sûr qu'il était mort. C'est vrai, dit Louis en souriant. C'est bizarre, les rêves, tu ne trouves pas? Et Wève, brailla Gage, qui apparemment avait accédé à ce stade du perroquet que Louis avait déjà pu observer chez Ellie vers le même âge. Wève, fit-il encore en attrapant les cheveux de Louis à pleine poigne et en les tirant gaiement. Bon, allez, on y va, ce coup-là, dit Louis, et il entraîna sa petite troupe vers l'escalator qui menait à la réception des bagages. Ils étaient arrivés au parking et s'approchaient de la familiale lorsque Gage se mit soudain à gazouiller « Zoli, Zoli !» d'une voix bizarrement octante. Et ce coup-ci, il lâcha tout sur le pantalon neuf que Louis avait décidé d'étraîner à l'occasion de ses retrouvailles à l'aéroport.
Apparemment, pour Gage, joli était un mot de code qui voulait dire désolé, faut que je dégueule, alors garez-vous vite. En fin de compte, il s'avéra que c'était bien un virus. Le temps qu'ils aient parcouru les 27 kilomètres qui séparaient l'aéroport de leur maison de Ludlow, Gage manifestait déjà les premiers symptômes d'une forte poussée de fièvre et il était tombé dans un engourdissement torpide. Pendant que Louis opérait sa marche arrière pour rentrer dans le garage, il entrevit du coin de l'œil Church qui se faufilait le long du mur, la queue levée, son étrange regard fixé sur la voiture. La bête disparut dans les derniers feux du jour mourant, et l'instant d'après, Louis aperçut une souris étripée qui gisait au pied des pneus empilés près de la porte. Il avait remplacé ses pneus ordinaires par des pneus antidérapants pendant l'absence de Rachel et des enfants. Les boyaux de la malheureuse bestiole jetaient des lueurs roses et crues dans la pénombre du garage. Louis descendit de voiture à la hâte et il heurta délibérément les pneus superposés comme des pions de dames. Les deux pneus qui étaient au sommet de la pile glissèrent à terre, masquant le cadavre de la souris, et Louis fit « Oh, zut !»« Mais t'es pas un peu toc-toc, papa ?» demanda Ellie d'un ton plus bienveillant que caustique. « Oh si, je déraille complètement » répondit Louis avec un entrain forcé. Il n'en aurait pas fallu beaucoup pour qu'il s'écrie « Joli, joli !» et qu'il asperge tout autour de lui. Pour aussi loin qu'il puisse se souvenir, Church n'avait jamais tué qu'un rat avant son extravagante résurrection. Il lui arrivait bien parfois de capturer une souris et de s'en amuser avec ce sadisme gradué dont font montre les chats dans ces cas-là, et qui aurait peut-être abouti à des meurtres si lui-même, Rachel ou Ellie n'étaient chaque fois intervenus avant qu'il ne soit trop tard. Et il savait qu'une fois stérilisé, un matou se borne généralement à lever un œil vaguement intrigué en apercevant une souris, du moins aussi longtemps qu'il est convenablement nourri. « Quand tu auras fini de rêvasser, tu pourras peut-être m'aider à sortir cet enfant de là, dit Rachel. Redescendez de la planète Mongo, docteur Creed. On a besoin de vous, nous autres terriens. À en juger par le ton de la voix, elle devait être à bout de nerfs. Oh, pardon, chérie, dit Louis. Il contourna la voiture et lui prit Gage des bras. Le garçonnet était tout brûlant à présent. Si bien qu'ils ne furent que trois à déguster le mirifique chili con carne à la mode de Chicago qu'avait préparé Louis. Gage, étendu sur le canapé du living, apathique et fiévreux, suçotait un biberon de bouillon de poule tiède en regardant une émission de dessin animé. Après le dîner, Ellie alla jusqu'à la porte du garage et elle appela Church. Louis, qui s'était attelé à la vaisselle tandis que Rachel montait défaire les bagages, priait intérieurement pour que le chat ne vienne pas. Mais il parut presque aussitôt et s'avança vers la fillette de son pas lourd et clopinant, comme s'il avait été aux aguets dans les ténèbres. « Salut, Church !» s'exclama Ellie, sur quoi elle prit la bête dans ses bras et le serra contre elle. Louis observait la scène du coin de l'œil, et ses mains, qui tâtonnaient au fond de l'évier à la recherche d'un éventuel couvert oublié, s'immobilisèrent. L'expression joyeuse d'Ellie se mua progressivement en perplexité. Le chat restait absolument inerte dans ses bras, les oreilles couchées, les yeux rivés sur ceux de la fillette. Au bout d'un long moment, en tout cas il parut très long à Louis, Ellie reposa Church à terre. L'animal se dirigea gauchement vers la salle à manger, sans même jeter un regard en arrière. L'éventreur de petites souris regagne son repère, se dit Louis. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait ce soir-là ? Il avait beau s'escrimer à essayer de reconstituer le film des événements, tout cela était aussi lointain et flou dans sa mémoire que la mort horrible de Victor Pasco sur la moquette du hall d'accueil du centre de médecine universitaire. Il ne se rappelait clairement que du grand fleuve de vent charrié par le ciel et de la neige qui scintillait faiblement sur le pré derrière la maison. « Papa ?» fit Ellie d'une toute petite voix. « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Ellie ? Church, il a une drôle d'odeur. »« Ah bon ?» dit Louis, en se forçant à prendre un ton détaché. « Bah, je t'assure » s'écria Ellie avec consternation. « Il sent mauvais. Jamais il n'a senti mauvais comme ça. Il sent le caca. »« Bon, eh bien, c'est qu'il a dû se rouler dans quelque chose de malpropre, ma chérie, » dit Louis. « Mais d'où que puisse venir cette mauvaise odeur, il finira par la perdre. »« Bah, espérons-le, » soupira comiquement Ellie avant de s'éloigner. Louis ramena une ultime fourchette du fond de l'évier. Après l'avoir lavé, il retira la bonde et il resta là à contempler la nuit de l'autre côté de la fenêtre, tandis que l'eau grasse et savonneuse s'engloutissait dans le trou d'écoulement avec des gargouillis bruyants. Quand les gargouillis cessèrent, il perçut le sifflement assourdi du vent qui ululait dehors, une bise aigre qui rabattait vers eux l'hiver glacial du Grand Nord, et il comprit qu'il avait peur, et que sa peur était de la même nature viscérale et un peu simplette que celle qui vous envahit lorsqu'un nuage masque brusquement le soleil et qu'on entend rouler au loin une série de sons graves et sourds. « 39-3 » s'exclama Rachel. « Mais, oh mon Dieu, Lou,
Tu es sûr ? C'est un virus, déclara Louis, en se contenant du mieux qu'il pouvait. La voix de Rachel avait un accent presque accusateur qui lui écorchait les oreilles. Mais Rachel était fatiguée. Elle avait eu une longue et dure journée. Elle venait de traverser la moitié du pays avec ses 2 marmots, et bien qu'il fût 11 heures passées, la journée ne se décidait toujours pas à finir. Ellie était dans sa chambre, profondément endormie. Cage était couché sur leur lit, dans un état plus ou moins comateux. Louis lui avait injecté une ampoule de liquiprine depuis déjà 1 heure. L'aspirine fera tomber sa fièvre d'ici demain matin, Rachel. Mais tu ne pourrais pas lui injecter aussi de l'ampicilline ou un truc du même genre ? Je le ferais s'il s'agissait d'une angine ou d'une autre infection à streptocoque, expliqua Louise d'une voix patiente. Mais ce n'est pas le cas. Gage a attrapé un virus, et l'ampicilline n'a aucune espèce d'action sur les virus. Ça lui donnerait simplement la diarrhée, et il est déjà bien assez déshydraté comme ça. Mais tu es sûr que c'est un virus ? Écoute, si tu doutes de mon diagnostic, tu n'as qu'à en établir un toi-même, aboya Louis. Oh, c'est pas la peine de gueuler, gueula Rachel. Mais je ne gueule pas, répondit Louis sur le même ton. Mais si tu gueules, tu n'arrêtes pas de m'engueuler, commença Rachel, et là-dessus ses lèvres se mirent à trembler spasmodiquement et elle se couvrit la bouche d'une main. Louis s'aperçut qu'elle avait de grands cernes brunâtres sous les yeux et il se sentit soudain tout honteux. Oh, je suis désolé, dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Bon Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je te demande pardon, ma chérie. À quoi bon récriminer et épiloguer sans fin sur nos états d'âme, dit Rachel en esquissant un pâle sourire. Tu te souviens, c'est la leçon que tu m'as faite toi-même un jour. Le voyage a été très dur, et depuis que nous sommes rentrés, je n'ai pas cessé d'avoir peur que tu ouvres les tiroirs de la commode de Gage et que tu piques une crise. Il vaut sans doute mieux que je t'en parle maintenant, pendant que tu compatis à mes misères. Pourquoi est-ce que je piquerais une crise demanda Louis. À nouveau, une ombre de sourire passa sur les lèvres de Rachel. Mes parents lui ont acheté 10 tenues neuves, des combinaisons, des salopettes, comme celles qu'il portait aujourd'hui. Ah, j'avais bien remarqué qu'elle était toute neuve, dit Louis d'une voix brève. Oui, et moi j'ai remarqué que tu l'avais remarqué, rétorqua Rachel, avec une grimace facétieuse, qui fit sourire Louis, bien qu'il ne se sentît guère d'humeur à plaisanter. Ils ont aussi offert 6 robes neuves à Ellie, ajouta-t-elle. 6 robes s'exclama Louis, en réfrénant à grand-peine une envie de hurler. Il éprouvait soudain une fureur noire, nauséeuse, accompagnée d'un sentiment d'humiliation qu'il avait du mal à s'expliquer. Mais pourquoi, Rachel ? Pourquoi as-tu laissé ton père faire ça ? On n'a pas besoin. Nous avons les moyens de... Il se tut brusquement. Il était tellement furieux qu'il n'arrivait plus à former ses mots. Brièvement, il se revit en train de cheminer pesamment à travers la forêt, en faisant passer d'une main dans l'autre le lourd sac en plastique qui contenait le cadavre du chat. Et pendant ce temps-là, cette espèce de vieille crapule de bourgeois puant d'Irwin Goldman s'efforçait sournoisement d'acheter l'affection de sa fille, en dégainant une fois de plus son célèbre chéquier en lézard et son célèbre Parker en or. Il fut à 2 doigts de se mettre à vociférer. Il lui a peut-être acheté 6 robes neuves, mais moi je lui ai ressuscité son foutu chat. Alors, qui est-ce qu'il l'aime le plus, hein ? Mais il ravala ses paroles. Jamais il ne dirait une chose pareille, jamais. Rachel lui caressa doucement la nuque du bout des doigts. Ce n'était pas seulement mon père, Louis. Ils ont fait cela tous les deux. Essaye de comprendre. Je t'en prie, Louis. Ils adorent les enfants et ils les voient si rarement. Et puis ils deviennent vieux. Je t'assure, Louis, tu aurais du mal à reconnaître mon père. Oh si, je le reconnaîtrai, bougonna Louis. Je t'en prie, chérie, essaye de comprendre, sois un peu généreux. Quel mal est-ce que ça peut te faire ? Il la dévisagea longuement avant de répondre. Ça me fait du mal, c'est tout, dit-il à la fin. Peut-être que j'ai tort, mais c'est comme ça. Au moment où Rachel ouvrait la bouche pour lui répondre, Ellie les appela de la chambre. Papa, maman, venez vite. Rachel fit mine de se lever, mais Louis la retint. Reste avec Gage, dit-il, j'y vais. Il pensait savoir le genre d'ennui qu'avait Ellie. Pourtant, il avait bien fait sortir le chat, bon Dieu. Après qu'Ellie fut allée se coucher, il l'avait trouvé en train de fureter autour de son plat dans la cuisine, et il l'avait fichu dehors. Il ne voulait pas que Church continue à dormir avec Ellie, plus jamais. Chaque fois que l'image du chat entortillé dans les jambes de la fillette se formait dans son esprit, il pensait à des infections bizarres, et il revoyait le salon mortuaire de l'oncle Karl. Ellie va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que Church n'est plus aussi gentil qu'avant. Il avait mis le chat dehors, mais lorsqu'il entra dans la chambre d'Ellie, il trouva la fillette dressée sur son séant, encore plus qu'à moitié endormie, et Church étalé de tout son long sur le couvre-lit en piqué. Sa silhouette évoquait vaguement l'ombre d'une chauve-souris en vol, et ses yeux mi-clos brillaient d'un éclat stupide dans la lumière qui filtrait du couloir. « Fais-le sortir, papa, dit Ellie d'une voix geignarde. Il sent tellement mauvais. Chut, Ellie, rendors-toi.
dit Louis, d'une voix si calme qu'il en fut lui-même stupéfait. Il repensa soudain à ce qui lui était arrivé le matin qui avait suivi son accès de somnambulisme, le lendemain de la mort de Pasco. Il se revit entrant dans les locaux de l'infirmerie et se glissant subrepticement aux toilettes pour se regarder dans la glace, sûr d'avance qu'il verrait une figure à faire peur. Mais il s'était trouvé une mine plutôt normale. De quoi se demander si on n'était pas environné de gens qui dissimulaient tout au fond d'eux-mêmes d'affreux secrets. Mais mon Dieu, il n'y a pas de secret, il n'y a que ce chat. Élie avait raison en tout cas. Qu'est-ce qu'il puait? Louis sortit de la chambre avec la bête et il la porta au rez-de-chaussée en s'efforçant de ne respirer que par la bouche. Il y avait des puanteurs pires que celle-ci. Par exemple, et pour rappeler les choses par leur nom, la merde puait plus. Un mois plus tôt, leur fosse sceptique s'était mise à leur jouer des tours et ils avaient dû faire curer le bac de prélèvement. Judd était venu observer les ouvriers pendant qu'ils installaient leur pompe et il avait lancé « Ça ne sent pas le numéro 5 de Chanel, hein, Louis ?» Une plaie gangréneuse, en tout cas lorsqu'il s'agit de gangrène humide, répand aussi une odeur bien plus infecte que ça. Et même l'odeur qui se dégageait du convertisseur catalytique de la Civic, lorsqu'il laissait tourner le moteur au ralenti dans le garage, était plus nauséabonde. N'empêche que ce chat cocotait drôlement. Et puis, comment avait-il fait pour rentrer dans la maison? Louis l'avait poussé dehors en s'aidant du balai un bon moment plus tôt, dès que toute sa petite troupe avait évacué le rez-de-chaussée. C'était la première fois qu'il prenait Church dans ses bras depuis le jour de sa résurrection, une semaine auparavant. L'animal produisait une chaleur intense, et on aurait dit qu'il couvait une maladie. Par quel interstice t'es-tu glissé, sale bête? Soudain, il pensa à son cauchemar de l'autre fois, et il revit Pasco passant à travers la porte qui menait de la cuisine au garage. Peut-être qu'il n'avait pas eu besoin d'un interstice. Peut-être qu'il était passé à travers un mur, comme un spectre. « Oh, déconne pas, Louis, se dit-il tout haut, d'une voix un peu étranglée. Tout à coup, il eut le pressentiment que le chat allait se débattre, essayer de lui échapper, lui griffer la figure. Mais Church resta absolument inerte, exhalant sa chaleur stupide et ses effluves nauséabonds, et fixant le visage de Louise comme s'il était capable de lire ses pensées à mesure qu'elles défilaient dans son crâne. Il ouvrit la porte et il jeta le chat dans le garage, un poil trop brutalement, en lui lançant « Casse-toi! Va-t'en étriper une souris ou Dieu sait quoi !» Church entra lourdement en contact avec le sol, ses pattes arrière s'affaissèrent sous lui, et il s'affala brièvement sur l'arrière-train. Il coula un regard en direction de Louis, qui crut entrevoir une flamme meurtrière au fond de ses yeux verts, puis il s'éloigna de son pas titubant et disparut. « Bon Dieu, Judd, se dit Louis, vous auriez mieux fait de la boucler. » Il se dirigea vers l'évier, ouvrit le robinet et se savonna les mains et les poignets avec autant de vigueur qu'un chirurgien qui se prépare à opérer. On fait ça parce que ce lieu prend possession de vous. Vous vous inventez des raisons qui paraissent solides, mais ce qui vous pousse vraiment à faire ça, c'est qu'une fois que vous avez été là-haut, vous vous appropriez l'endroit et vous devenez sa chose du même coup. Vous vous trouvez les meilleures raisons du monde? Non, ce n'était pas la faute de Judd. Il était allé là-bas de son plein gré, personne ne l'y avait forcé. Il n'y avait pas de raison qu'il fasse porter le chapeau au vieil homme. Il ferma le robinet, prit un torchon sur le porte-serviette et entreprit de se sécher. Tout à coup, il interrompit son mouvement et il fixa d'un œil hypnotisé le petit rectangle de ténèbres qui se découpait en face de lui dans le panneau supérieur de la fenêtre à guillotine. Est-ce que ça signifie que je me suis approprié l'endroit, moi aussi? Que je suis devenu sa chose à mon tour? Non, il faudrait encore que je le décide. Il raccrocha le torchon sur sa barre et il remonta à l'étage. Rachel était au lit, les couvertures remontaient jusqu'au menton, et elle tenait Gage pelotonné contre elle. Elle regarda Louis avec un air d'excuse. « Si ça ne t'ennuie pas, chérie, rien que cette nuit. Je me sentirais mieux si je le garde près de moi, il est brûlant. »« Oh, ça ira, va, dit Louis. Je dormirai en bas sur le canapé lit. »« Tu es sûr, tu n'es pas fâché ?»« Non, ça ne peut pas faire de mal à Gage, et toi ça te fera du bien. » Il s'interrompit, sourit et poursuivit. « Évidemment, il y a des chances qu'il te refile son virus, c'est même quasiment garanti, mais je suppose que ça ne te fera pas changer d'avis, n'est-ce pas ?» Rachel lui rendit son sourire et elle secoua négativement la tête. « De quoi est-ce qu'Ellie se plaignait, Lou ?»« De Church. Elle voulait que je le vire de chez elle. »« Ellie voulait que tu vires Church? Mais c'est le monde à l'envers. »« Oui, c'est ça, tout à fait, approuva Louis, puis il ajouta. Elle prétendait qu'il sentait mauvais, et à vrai dire, il m'a bien semblé qu'il avait une drôle d'odeur. Il s'est probablement roulé dans un tas de fumier ou quelque chose. »« Pauvre Ellie, dit Rachel, en se retournant sur le côté. Tu ne peux pas savoir à quel point Church lui a manqué, autant que toi, à mon avis. »« Tiens donc, dit Louis.
Il se pencha sur sa femme, lui effleura la bouche d'un baiser. « Dors à présent, Rachel. »« Je t'aime, Lou. Je suis si heureuse d'être rentrée. Excuse-moi pour le canapé. »« Oh, ça ne fait rien, » fit Louis, en éteignant la lumière. Il ôta les coussins du canapé, les empila par terre et tira le lit pliant, en essayant de se préparer mentalement à l'idée que la barre transversale du sommier lui briserait les reins toute la nuit à travers le mince matelas en mousse. Le lit était muni d'une housse et d'un drap, c'était toujours ça de gagné. Il alla prendre 2 couvertures sur l'étagère du haut de la penderie de l'entrée et il les disposa sur le lit. Il commença à se déshabiller, mais il s'interrompit presque aussitôt. « Quelque chose te dit que Church est de nouveau dans la maison, hein ? Bon, eh bien, tu n'as qu'à faire une petite tournée d'inspection. Ça ne mange pas de pain, même si c'est idiot. Tu seras rassuré, comme Rachel. Et toi, au moins tu ne risques pas de choper un virus en vérifiant que les portes sont bien fermées. » Il fit un tour complet du rez-de-chaussée, en vérifiant soigneusement toutes les portes et toutes les fenêtres. La maison était hermétiquement bouclée, et il n'y avait pas trace de Church. « Et voilà, fit-il tout haut, ça me ferait mal que tu arrives à t'introduire ici cette nuit, crétin de chat. » Après quoi, il souhaita in petto à Church de bien se geler les couilles. Façon de parler, bien sûr, puisqu'il n'en avait plus de couilles. Il éteignit les lumières et se mit au lit. La barre d'acier lui pénétra instantanément dans les reins. Il se dit qu'il n'allait sûrement pas fermer l'œil de la nuit, et la seconde d'après, il sombra comme une pierre. Au moment de s'endormir, il était recroquevillé sur le flanc, au bord du lit pliant, dans une position très précaire, et à son réveil, il se retrouva dans l'ancienne nécropole des Micmacs, par-delà le cimetière des animaux. Cette fois, il était seul. Il avait tué Church de ses propres mains, et pour une raison ou une autre, il avait décidé de le ramener à la vie une seconde fois. Qu'est-ce qui pouvait bien l'inciter à faire une chose pareille ? Alors là, mystère et boule de gomme. Seulement, ce coup-ci, il l'avait enfoui plus profondément, et le chat ne pouvait pas se frayer un passage à travers la couche de terre trop épaisse. Louis l'entendait crier, quelque part, sous le sol. Ses cris ressemblaient à des pleurs d'enfant. Le son montait par tous les pores de la terre, et il traversait sa chair caillouteuse, d'où s'exhalait aussi l'odeur de Church, cette puanteur doucereuse et fade de viande putréfiée. Rien qu'à humer ses miasmes écœurants, Louis se sentait oppressé, comme s'il avait un poids sur la poitrine. Ses cris, ses pleurs... Les pleurs continuaient, et il avait toujours ce poids sur la poitrine. « Louis !» C'était la voix de Rachel, tremblante d'angoisse. « Louis, viens vite !» C'était même plus que de l'angoisse, une véritable terreur, et ses cris étranglés et désespérés. « Gage !» Les paupières de Louis se soulevèrent, et il vit 2 yeux verts pailletés de mouchetures jaunes qui le fixaient. Ils étaient à moins de 10 centimètres des siens. Church était couché sur sa poitrine, ramassé sur lui-même comme un de ces démons suceurs d'haleine des contes de bonnes femmes. Il dégageait des effluves putrides qui s'élevaient en lentes vagues jusqu'aux narines de Louis, et il ronronnait. Louis laissa échapper un cri d'horreur et de surprise mêlée. Automatiquement, il leva les 2 bras et mit ses mains ouvertes devant lui dans une attitude défensive. Church sauta du lit, atterrit pesamment sur le flanc et s'éloigna de son pas trébuchant. « Ah mon Dieu, la bête était sur moi ! La bête s'était vautrée sur moi !» Il n'aurait pas éprouvé un dégoût plus intense s'il s'était réveillé avec une araignée dans la bouche. L'espace d'un instant, il crut qu'il allait vomir. « Louis !» Il rejeta les couvertures et il tituba jusqu'à l'escalier. Dans le ray de lumière qui s'échappait de la porte entrebâillée de leur chambre, il distingua la silhouette de Rachel debout, en chemise de nuit, au sommet des marches. « Louis, Gage a recommencé à vomir, et je crois qu'il est en train de s'étouffer. J'ai peur. »« J'arrive, » dit Louis, et il gravit l'escalier pour la rejoindre en se disant « Il est rentré dans la maison. Je ne sais pas comment, mais il y est rentré. Par la cave, probablement. Il doit y avoir un carreau de cassé à la cave. Oui, forcément, c'est la fenêtre du soupirail. J'irai vérifier demain en rentrant du boulot, ou même avant de partir, tiens. » Les pleurs de Gage cessèrent brusquement, et une série d'affreux gargouillis étranglés leur succéda. « Louis !» hurla Rachel. Louis se rua à l'intérieur de la chambre. Gage était allongé sur le flanc, et un filet de vomissure s'écoulait de sa bouche sur la vieille serviette de toilette que Rachel avait étalée sous lui. Il vomissait, mais beaucoup trop peu. Apparemment, le plus gros était resté coincé au fond de son gosier, et son visage était en train de virer à l'écarlate. Il suffoquait. Louis prit l'enfant sous les bras, et il le souleva en notant distraitement au passage que ses aisselles dégageaient une chaleur de four sous le tissu éponge de sa grenouillère. Il le posa sur le ventre en travers de son épaule comme pour lui faire son rot. Puis il se projeta brusquement vers l'arrière en entraînant l'enfant dans son mouvement. Le cou de Gage fut violemment secoué.
Il émit une espèce d'aboiement et cracha d'un coup une énorme masse de vomissures agglutinées qui s'éparpilla dans l'air, aspergeant copieusement le plancher et la coiffeuse. Gage se remit aussitôt à pousser des braillements déchirants qui résonnèrent comme une musique suave aux oreilles de Louis. Pour brailler aussi fort que ça, il fallait avoir des poumons débordant d'oxygène. Les genoux de Rachel fléchirent sous elle et elle s'écroula sur le lit, la tête dans les mains. Elle tremblait de tous ses membres. « Il a failli mourir, hein, Louis? Il a failli s'étouffer. Oh mon Dieu !» Louis se mit à aller et venir à travers la pièce, son fils dans les bras. Les pleurs de Gage se muèrent progressivement en geignements assourdis, puis ils s'apaisèrent. Il s'était pratiquement rendormi. « Il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il évacue ça tout seul, Rachel. Je lui ai juste prêté main forte. »« Mais il s'en est fallu de peu quand même, dit Rachel. » Elle leva la tête et regarda Louis. Ses yeux, soulignés de cernes livides, étaient pleins d'une stupeur incrédule. « Il s'en est fallu d'un cheveu, Louis. » Il la revit soudain dans la cuisine inondée de soleil, en train de lui crier « Il ne va pas mourir. Personne ici ne va mourir. »« Chérie, dit-il, notre existence à tous ne tient qu'à un cheveu, en permanence. » C'est le lait qui avait déclenché les vomissements de Gage. Louis en était quasiment certain. Vers minuit, 1 heure après que Louis se fût couché, Gage s'était réveillé en pleurs. Rachel en avait déduit qu'il avait faim et elle lui avait préparé un biberon. Elle s'était rendormie avant qu'il ait fini de le boire. 1 heure après, l'enfant avait commencé à suffoquer. Louis émit l'avis qu'il valait mieux éviter de lui donner du lait jusqu'à nouvel ordre, et Rachel acquiesça d'un air presque penaud. Quand Louis regagna le rez-de-chaussée, il était 2 heures moins le quart, mais il passa encore 15 bonnes minutes à fureter partout en quête du chat. Comme il le soupçonnait, la porte qui faisait communiquer la cuisine avec la cave était entr'ouverte. Jadis, sa mère lui avait parlé d'un chat qui avait attrapé le coup pour ouvrir les portes munies de loquets à l'ancienne mode, semblable à celui qui commandait l'ouverture de la porte de la cave. Le chat en question se hissait tout bêtement le long du battant et il donnait des coups de patte à la clenche jusqu'à ce qu'elle se soulève. Louis trouvait ce tour d'adresse bien sympathique, mais il n'avait nullement l'intention de laisser Church s'y exercer trop souvent. Après tout, si la porte de la cave comportait également un verrou, ce n'était pas pour rien. Ayant découvert Church sous la cuisinière, où il somnolait, il l'empoigna par la peau du cou et le porta jusqu'à l'entrée de devant, d'où il le jeta dehors sans ménagement. Avant de regagner le canapé-lit, il alla refermer la porte de la cave, et cette fois, il eut soin de pousser le verrou. Le lendemain matin, la température de Gage était redevenue presque normale. Ses joues étaient rouges et gercées, mais à part cela, il avait l'œil vif et une pêche d'acier. En l'espace d'une semaine, la parole lui était subitement venue. À la place du tissu de borborite et d'onomatopée dont se composaient jusque-là toutes ses conversations, il débitait à présent des flopées de mots, et il répétait pratiquement chaque parole que l'on préférait devant lui. Mais tout ce qu'Ellie voulait l'entendre dire, c'était « merde ». « Dis merde, Gage, lui suggéra-t-elle entre 2 bouchées de porridge. « Merde, merde !» déclara obligeamment l'enfant, qui était installé quant à lui devant un bol de Coca Bears, ces petites boulettes de céréales chocolatées qu'il affectionnait. Louis avait autorisé le porridge à condition que Gage veuille bien se contenter d'une quantité de sucre très minime. Et pour ne pas changer, Gage préférait nettement tartiner la table de sa bouillie que de la manger. Ellie se tordait comme une petite folle. « Dis prout, Gage !» fit-elle encore. « Prout, prout !» dit Gage, et un sourire radieux s'étala sur son visage barbouillé de bouillie brunâtre. « Prout, merde !» ajouta-t-il. Louis et Ellie n'y tenaient plus, ils éclatèrent de rire simultanément. Mais Rachel n'avait pas l'air si amusée que ça. « Bon, maintenant, ça suffit, dit-elle, en tendant une assiette d'œufs à Louis. Vous avez dit assez de gros mots pour aujourd'hui. »« Prout, merde ! Prout, merde ! Merde, prout !» psalmodia Gage avec entrain, et Ellie dissimula son rire en se couvrant la bouche d'une main. Un tic de contrariété retroussa brièvement la lèvre supérieure de Rachel. Louis lui trouvait bien meilleure mine en dépit de la nuit mouvementée qu'elle venait de passer. C'est sans doute le soulagement qui lui avait redonné du tonus. Gage paraissait guéri et elle avait retrouvé le cocon familial. « Change de disque, Gage, tu veux ?» fit-elle. Histoire de rompre la monotonie, Gage s'écria « Joli !» et il rendit toute la bouillie qu'il avait avalée dans son bol. « Bark, dégoûtant !» cria Ellie en se levant d'un bond et en s'enfuyant. Louis fut pris d'un fou rire irrépressible. Il rit aux larmes, et ses larmes furent si abondantes qu'il se remit à rire encore plus fort. Rachel et Gage le regardaient avec effarement, comme s'il avait perdu la raison. « Non, je ne suis plus fou, aurait-il pu leur dire. Je l'ai été, mais je suis à nouveau sain d'esprit, et je crois que ça va aller à présent. » Est-ce que c'était vraiment terminé ? Il n'en savait rien, mais il lui semblait qu'il suffirait qu'il ait le sentiment que tout était rentré dans l'ordre pour que les choses aillent bien. Et les événements lui donnèrent raison, du moins pour un temps.
Le virus de Gage resta en suspens une semaine encore, avec des hauts et des bas, puis il s'éclipsa. Une semaine plus tard, il contracta une bronchite qui n'était pas trop méchante, à part qu'elle se communiqua à Ellie. Rachel l'attrapa à son tour, et ils passèrent toute la première quinzaine de décembre à graillonner et à expectorer comme trois vieux asthmatiques en prenant des airs de chiens battus. La contagion épargna Louis, et Rachel semblait le prendre comme une espèce d'affront personnel. À l'université, la dernière semaine de cours fut particulièrement épique, non seulement pour Louis, mais aussi pour Steve, Surendra et Charlton. La grippe n'avait pas encore frappé, mais par contre la bronchite faisait des ravages, et ils se retrouvèrent avec plusieurs cas de mononucléose et quelques pneumonies bénignes. Et l'avant-veille des vacances de Noël, 6 garçons qui appartenaient tous à la même fraternité leur furent amenés d'un coup par des copains compatissants. Ils étaient tous les 6 lamentablement ivres, et ils chialaient à qui mieux. Ils s'étaient entassés à 6 sur un toboggan canadien, à 5 en fait, le 6e s'étant juché sur les épaules du dernier, d'après ce que Louis avait cru comprendre, et ils s'étaient lancés du haut de la colline au-dessus de la centrale thermique. Drôlement fandard comme idée. Seulement voilà, le toboggan avait pris beaucoup trop de vitesse, une violente embardée l'avait expulsé hors de la piste, et il était allé s'écraser contre un des canons de la guerre de sécession qui monte la garde au pied de la colline. Bilan 2 bras cassés, un poignet d'émis, un total de 7 côtes fêlées, une fracture du crâne et d'innombrables contusions. Seul de toute la bande, le garçon qui s'était juché sur les épaules du lugeur de queue s'en était tiré indemne. Au moment où le toboggan avait percuté le canon, le petit vénard était parti en vol plané et il avait atterri la tête la première dans un gros monticule de neige. Soigner les rescapés de ce naufrage imbécile n'avait rien eu de drôle, et Louis les avait copieusement vitupérés tandis qu'il recousait leurs plaies, bandait leurs membres démis et examinait leurs pupilles. Mais plus tard, en racontant toute l'histoire à Rachel, il avait à nouveau été pris d'un fou rire inextinguible. Rachel l'avait regardé d'un drôle d'air. Visiblement, elle ne comprenait pas ce qu'il y avait de comique, et Louis ne pouvait pas lui dire. L'accident avait été spectaculaire, mais personne n'y avait laissé sa peau. Son rire était dû pour une part au soulagement, et pour une part aussi à un sentiment de triomphe. « Louis, tu as fait des étincelles aujourd'hui. Personne ne t'a claqué dans les bras. » La bronchite à répétition, qui semait la zizanie au sein de la famille Creed, se calma enfin à l'approche des vacances scolaires. L'école d'Élie fermait les portes le 16 décembre, si bien qu'ils abordèrent tous les 4 avec une égale bonne humeur la période des fêtes de Noël, qu'ils entendaient bien fêter joyeusement et à l'ancienne mode campagnarde. La maison de North-Ludlow leur avait paru un peu étrange lorsqu'ils y avaient pour la première fois pénétré au mois d'août. Étrange et même hostile, puisqu'à peine arrivés, Ellie et Gage s'étaient fait simultanément l'une ouvrir un genou par une pierre coupante, l'autre piquée par une abeille. Mais à présent, ils s'y sentaient vraiment chez eux. Le soir de Noël, quand les enfants furent enfin endormis, Louis et Rachel se faufilèrent au grenier comme des voleurs, et ils en descendirent en tapinois, les bras chargés de paquets multicolores qui contenaient toutes sortes de cadeaux. Des voitures de course format boîte d'allumettes pour Gage, qui venait de découvrir les joies des autominiatures, des poupées Barbie et Ken pour Ellie, un tricycle Batman, des habits de poupée, une petite cuisinière jouet avec une minuscule ampoule qui s'allumait quand on ouvrait la porte du four, et diverses autres babioles. Louis était en robe de chambre, et Rachel arborait un pyjama d'intérieur en soie. Ils s'assirent côte à côte dans la lueur clignotante des guirlandes de l'arbre de Noël, et ils se mirent en devoir de disposer tout cela en bon ordre. Il y avait bien longtemps que Louis n'avait pas passé une aussi délicieuse soirée. Un feu crépitait dans la cheminée, et de temps à autre, l'un d'eux se levait pour aller y jeter une autre bûche de bois de bouleau. À un moment, Winston Churchill fit mine de vouloir se frotter contre Louis, mais celui-ci le repoussa d'un pied négligent en fronçant machinalement le nez. Cette odeur! Quelques instants plus tard, Church tenta de se lever contre la jambe de Rachel, mais elle l'écarta d'une légère tape assortie d'un kss impatient, sur quoi elle se frotta distraitement la paume contre la cuisse de son pyjama de soie, comme on peut le faire lorsqu'on a l'impression d'avoir touché quelque chose de sale ou d'infecté. Louis eut le net sentiment que Rachel ne se rendait même pas compte de ce qu'elle était en train de faire. Church se dirigea sans hâte vers la cheminée, et il s'affala lourdement sur les dalles de protection en briques. Le chat paraissait avoir perdu toute son ancienne grâce depuis cette nuit fatidique à laquelle Louis s'interdisait de penser trop souvent. Et il n'avait pas perdu que cela. Dès le début, Louis avait perçu ce subtil changement, mais il lui avait fallu un bon mois pour le repérer précisément. Church ne ronronnait plus jamais. Jadis, pourtant, et surtout en dormant, il émettait un vrombissement incroyablement sonore, à tel point même que Louis était parfois obligé de se lever et d'aller fermer la porte de la chambre d'Élie parce que ce bruit de moteur l'empêchait de dormir. À présent, le chat dormait dans un silence de pierre, comme un mort. Non, s'objecta Louis à lui-même, il y avait eu une exception.
La nuit où il s'était réveillé sur le canapé lit et avait trouvé Church pelotonné sur sa poitrine comme un édredon puant, le chat ronronnait, ou en tout cas il émettait un son qui ressemblait à un ronronnement. Mais ainsi que Judd Crandall l'avait prophétisé, la transformation de Church n'avait pas eu que des effets purement négatifs. Grâce à lui, Louis avait découvert un carreau cassé dans la cave. Il avait dû faire venir un vitrier pour le remplacer, mais cela leur avait tout de même fait économiser un joli paquet de dollars en leur épargnant de brûler inutilement une quantité de fioul appréciable. Le soupirail se trouvant derrière la chaudière, il n'aurait sans doute pas décelé cette vitre brisée avant des semaines, des mois peut-être, si Church n'avait pas attiré son attention dessus. On pouvait donc dire qu'il lui devait une certaine reconnaissance. Ellie ne laissait plus Church dormir dans sa chambre, d'accord, mais il lui arrivait parfois, lorsqu'elle était devant la télé, de laisser le chat s'assoupir dans son giron. Quoique la plupart du temps, se dit Louis en farfouillant dans le sachet qui renfermait les bidules en plastique avec lequel il était censé fixer le carénage du tricycle d'Ellie, elle le fit descendre au bout de quelques minutes en lui disant « Va-t'en, Church, tu pues !» Mais elle le nourrissait avec autant de régularité et d'affection qu'avant, et Gage lui-même ne répugnait pas à tirer occasionnellement la queue de ce brave vieux chat. Louis y voyait plutôt une marque d'amitié que de la cruauté délibérée, et il trouvait que Gage avait l'air d'un minuscule sonneur de cloche arc-bouté sur une corde bizarrement poilue. Dans ces cas-là, Church, avec des gestes lents et gourds, allait se réfugier sous un radiateur, hors de la portée de l'enfant. Le changement aurait peut-être été plus frappant s'il s'était agi d'un chien, songea Louis. Mais les chats sont des animaux si indépendants. Ils sont fantasques et imprévisibles. Ils ont même un petit côté spirit, tiens. Au fond, il n'y avait rien d'étonnant à ce que les anciens pharaons eussent tenu à faire momifier leurs chats familiers et à les faire placer auprès d'eux dans leur mausolée triangulaire afin qu'ils servent de guide pour passer dans l'autre monde. Ce sont des animaux tellement bizarres. Comment tu t'en tires avec ce tricycle, mon grand ? Louis exhiba fièrement l'objet dont il avait enfin achevé l'assemblage et lança le cri de triomphe de Super Dingo. Ta-ta-ta ! Rachel tendit le doigt en direction du sachet qui contenait encore 3 ou 4 schmilblick en plastique. « Et ça, c'est quoi » demanda-t-elle. « Des pièces de rechange » suggéra Louis avec un sourire coupable. « Espérons-le, dit Rachel, sans quoi notre petite morveuse bien-aimée va se casser la margoulette. »« Oh non, ça c'est programmé pour plus tard, dit Louis avec une grimace. Pour ses 12 ans, quand elle voudra faire de l'épate avec sa planche à roulettes neuve. »« Doc, tu n'es qu'un sale vieux babouin » s'exclama Rachel avec une feinte indignation. Louis se mit debout, plaça ses 2 poings sur ses reins et s'étira le torse. Ses vertèbres craquèrent. « Voilà, tous les jouets sont en place, dit-il. Et ils sont entiers. Tu te rappelles l'année dernière ? Interrogea Rachel en riant, et Louis eut un sourire. L'année précédente, ils s'étaient débrouillés pour n'acheter pratiquement que des jouets en kit, et ils avaient dû ramer jusqu'à près de 4 heures du matin pour les assembler tous. Ils étaient montés se coucher en ronchonnant, et ils s'étaient levés de mauvais poil, et Ellie n'avait même pas attendu que la journée de Noël soit terminée pour décider que, tout compte fait, elle s'amusait mieux avec les emballages qu'avec ce qu'ils contenaient. « Mouah, berk, dégoûtant !» gémit Louis en parodiant sa fille. « Allez, viens, dit Rachel. Allons au lit, que je te fasse un petit cadeau prématuré. »« Femme, fit Louis en se rengorgeant, ce n'est pas un cadeau, puisque je suis ton seigneur et maître, et que tu me le dois. »« Cause toujours, fit Rachel, tu m'intéresses. » Puis elle se mit à rigoler dans sa barbe, une main sur la bouche. Dans cet instant-là, elle ressemblait étonnamment à Ellie et à Gage. « Attends une minute, dit Louis, j'ai encore un truc à faire. » Il courut jusqu'à l'entrée, ouvrit la penderie et en sortit une de ses bottes. Ensuite, il se dirigea vers la cheminée et ôta le pare-feu grillagé qui protégeait l'âtre. « Mais Louis, qu'est-ce que tu traces ? Attends, tu vas voir. » Du côté gauche du foyer, le feu était éteint et il ne restait plus qu'un tapis épais de cendres grises et floconneuses. Louis enfonça la semelle de sa botte dans la cendre, laissant une empreinte profonde. Puis il marqua de la même manière le dallage de briques en maniant sa botte comme un tampon de caoutchouc géant. « Et voilà, dit-il après avoir rangé la botte dans le placard. Tu aimes ?» Rachel s'était remise à rire. « Oh, Louis, Ellie va sauter au plafond en voyant ça. » Durant la première quinzaine de classe, une rumeur alarmante s'était répandue à travers toute la maternelle. Le Père Noël n'existait pas. Le Père Noël n'était en réalité que papa et maman. Et la foi ébranlée d'Ellie en avait encore pris un sérieux coup lorsqu'elle avait aperçu, quelques jours plus tôt, un Père Noël maigre et hâve qui dégustait un cheeseburger au comptoir d'un marchand de glace du centre commercial de Bangor. Le Père Noël avait tiré sa fausse barbe sur le côté afin de pouvoir manger plus confortablement, mais ce n'était pas ça qui avait le plus troublé Ellie, c'était le cheeseburger lui-même.
Rachel s'était évertuée à lui expliquer que les Pères Noël des grands magasins, tout comme ceux de l'armée du salut, n'étaient que des remplaçants que le véritable Père Noël était obligé d'embaucher parce qu'il était bien trop occupé lui-même à dresser son inventaire final et à lire les missives de dernière minute pour pouvoir cavaler d'un bout de l'univers à l'autre et faire toute sa promotion seul. Mais ce cheeseburger avait laissé Ellie bien dubitative. Louis remit le pare-feu en place avec soin. À présent, il y avait 2 empreintes de pas bien nettes dans la cheminée, l'une dans les cendres et l'autre sur les briques de l'âtre. Elles étaient pointées toutes les 2 en direction de l'arbre de Noël. Ainsi, on avait l'impression que le Père Noël avait agilement atterri sur un pied et qu'il s'était immédiatement avancé pour déposer le lot de joujoux destiné à la famille Creed. L'illusion était parfaite, aussi longtemps qu'on ne remarquait pas qu'il s'agissait de 2 pieds gauches. Et Ellie avait beau être fine mouche, elle n'était tout de même pas aussi perspicace que ça. « Je t'aime, Louis Creed, dit Rachel en l'embrassant. « Ah, en m'épousant, tu as décroché le gros lot, baby, fit Louis avec un sourire parfaitement sincère. Reste avec moi et je ferai de toi une star. Ils se dirigèrent vers l'escalier. Louise désigna du doigt la table de bridge qu'Ellie avait placée devant la télé et sur laquelle elle avait disposé une poignée de biscuits aux flocons d'avoine, 2 bouchées au chocolat fourré crème et une boîte de bière Micheleb, le tout accompagné d'une petite carte sur laquelle elle avait inscrit en grosse capitale appliquée « Bon appétit, Papa Noël ». « Qu'est-ce que tu préfères » demanda-t-il. « Biscuits ou bouchées au chocolat ?»« Bouchées au chocolat, dit Rachel, et elle l'enfourna aussitôt, tandis que Louis retirait la languette de la boîte de bière. « Si je bois une bière à cette heure-ci, ça va me flanquer des aigreurs d'estomac. »« Bon, foutaise, fit Rachel avec bonne humeur. « Allez, Doc, quoi ?» Louis reposa la bière et tout à coup il porta une main à la poche de sa robe de chambre comme s'il venait brusquement de se rappeler quelque chose. En fait, il n'avait pas oublié une seconde le petit paquet qu'elle contenait et il en avait senti le poids toute la soirée. « Tiens, dit-il, c'est pour toi. Tu peux l'ouvrir tout de suite, il est plus de minuit. Joyeux Noël, ma chérie. » Rachel retourna entre ses mains le petit paquet enveloppé de papier argenté et entouré d'un ruban de satin bleu. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Louis ?»« Je sais pas, dit-il en haussant les épaules. J'ai oublié. Une savonnette ou un échantillon de shampoing. » Rachel dénoua le ruban tout en marchant, et elle ouvrit le paquet au moment où elle posait le pied sur la première marche de l'escalier. En voyant l'écrin de chez Tiffany, elle ne put retenir un cri. Elle retira le petit bourrelet d'ouate qui protégeait son contenu, puis elle resta pétrifiée, la bouche un peu pendante. « Alors ?» interrogea Louis avec une pointe d'inquiétude dans la voix. C'était la première fois de sa vie qu'il lui offrait un bijou, et il avait un peu le trac. « Est-ce qu'il te plaît ?» Elle sortit le pendentif de son écrin, enroula la fine chaîne d'or autour de ses doigts et leva le minuscule saphir vers le plafonnier de l'entrée. Il oscilla paresseusement dans l'air, jetant autour de lui de froides lueurs bleues. « Oh, Louis, il est tellement merveilleux !» Sa voix se brisa, et Louis fut à la fois alarmé et touché en constatant qu'elle avait les larmes aux yeux. « Oh non, tu vas pas chialer, dit, protesta-t-il. Allez, mets-le. »« Mais Louis, nous n'avons pas de quoi. Enfin, tu n'as pas les moyens de... »« Chut, fit-il. Depuis la Noël de l'an dernier, je me suis fait un petit bas de laine. En grappillant $1 par-ci, $1 par-là, et puis ce n'était pas aussi cher que tu crois. »« Mais combien as-tu payé ça ?»« Alors là, Rachel, je ne te l'avouerai jamais, s'écria Louis. Tout un régiment de tortionnaires chinois n'arriverait pas à me le faire dire. $2000. »« 2000 $. Elle se jeta dans ses bras avec impétuosité et le serra contre elle avec tant de force qu'il fut à 2 doigts de dégringoler jusqu'au bas de l'escalier. « Mais Louis, t'es complètement cinglé !»« Allez, mets-le, dit-il à nouveau. Cette fois, elle obtempéra. Il l'aida à boucler le fermoir, puis elle se retourna vers lui et déclara « Je vais monter dans la chambre pour me regarder. J'ai envie de me pavaner un peu. »« Oh bah pavane-toi tant que tu veux, dit Louis. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire sortir le chat et éteindre les lumières. »« Je le garderai pour faire l'amour, dit Rachel en plantant son regard dans le sien. Ce saphir sera l'unique rempart de ma nudité. »« Bah dans ce cas, abrège la pavane, dit Louis en riant. Il prit Church dans ses bras. Depuis quelque temps, il n'avait plus guère recours au balai, et il en concluait qu'une certaine familiarité s'était à nouveau créée, vaille que vaille, entre le chat et lui. Il se dirigea vers le fond du vestibule d'entrée, en éteignant les lumières au passage. Lorsqu'il ouvrit la porte qui séparait la cuisine du garage, un courant d'air froid lui lécha les chevilles. « Allez, Church, joyeux No !» Sa voix s'étrangla dans sa gorge. Le cadavre d'un corbeau gisait sur le paillasson de crin. L'oiseau avait le crâne en marmelade et une de ses ailes, arrachée, était recroquevillée derrière lui comme une feuille de papier calciné. Instantanément, Church s'était mis à gigoter dans les bras de Louis, et dès qu'il l'eut lâché, il s'approcha du cadavre de l'oiseau et le flaira avidement en frémissant du museau.
Tout à coup, ses oreilles se couchèrent, sa gueule se détendit brusquement vers l'avant, et il arracha l'œil gauche du corbeau, qui était vitreux et d'un blanc latessant. Son mouvement avait été si vif que Louis n'eut même pas le temps de se détourner. Church a encore frappé, se dit-il, avec un léger haut-le-cœur. Il tourna la tête, mais il n'avait pu s'empêcher de voir l'orbite gouger et sanguignolante du malheureux volatile. Ne te laisse pas troubler, Louis, tu as déjà vu pire. Pasco, par exemple. Oh oui, Pasco était 100 fois pire. N'empêche que ça le troublait bel et bien. Il avait l'estomac soulevé, et sa légère excitation sexuelle était retombée d'un coup. Bon Dieu, cet oiseau est pratiquement aussi gros que lui. Il a vraiment fallu qu'il le prenne en traître, parce que sinon... Il ne lui restait plus qu'à nettoyer ça. C'était un genre de présent que personne n'a envie de trouver devant sa porte le matin de Noël. Et puis il fallait bien qu'il assume ses responsabilités. C'était son affaire, et la sienne seule. Il l'avait implicitement admis, ou en tout cas son subconscient le lui avait fait admettre, lorsqu'il avait délibérément fait tomber les pneus sur le cadavre de la souris que Church avait massacré le jour où Rachel et les enfants étaient rentrés de Chicago. Un cœur d'homme a un sol plus rocailleux, Louis. La voix de Judge résonnait si clairement dans son esprit, elle avait une densité si palpable qu'il sursauta imperceptiblement, comme si le vieil homme s'était soudain matérialisé à côté de lui. On y fait pousser ce qu'on peut, et on le soigne. Church était toujours penché au-dessus de l'oiseau mort, les hanches arrondies, et à présent il déchiquetait l'autre aile avec voracité. Il se mit à la tirer d'avant en arrière pour l'arracher, et elle frotta le paillasson avec un bruit sinistre de soie froissée. Jamais on n'arrivera à le faire décoller, Orville. Tu as raison, Wilbur. Cet oiseau-là est bon pour la ferraille. Rétamé, capoute. On pourrait tout aussi bien le balancer au chat. Tout à coup, Louis expédia un coup de pied à Church. Un solide coup de pied même. L'arrière-train du chat se souleva et il s'étala à terre, les pattes écartées. Il se redressa et s'éloigna lentement, en décochant à Louis un autre de ses regards haineux. C'est ça, bouffe-moi, siffla Louis entre ses dents, félin lui-même à présent. L'écho lointain de la voix de Rachel lui parvint depuis leur chambre. Louis, appela-t-elle, tu ne viens pas te coucher? Si, j'arrive, cria-t-il. Il faut d'abord que je fasse disparaître ces immondices. Tu comprends, Rachel, car ce sont des immondices. Il chercha le commutateur à tâtons et alluma dans le garage. Puis il se hâta jusqu'au placard de l'évier, se prit un des grands sacs poubelles en plastique vert, regagna le garage et décrocha l'appel de son clou. Il ramassa le cadavre du corbeau, plaça l'appel au-dessus du sac ouvert et le laissa glisser à l'intérieur. Il procéda de même avec l'aile arrachée. Ensuite, il tordit la partie supérieure du sac, le noua solidement et contourna la Honda Civic pour aller le déposer dans la grande boîte à ordures placée près de l'entrée. Quand il eut achevé sa besogne, il s'aperçut qu'il avait les chevilles tout engourdies de froid. Church était debout devant la porte du garage. Louis esquissa un geste menaçant dans sa direction avec sa pelle, et il s'évapora comme une fumée. Il trouva Rachel étendue sur le lit. Comme promis, elle ne portait rien d'autre que le saphir pendu au bout de sa chaîne. Elle lui adressa un sourire langoureux. « Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps, Doc ?»« L'applique au-dessus de l'évier était naze, expliqua-t-il. J'ai mis une ampoule neuve. »« Viens là, fit Rachel en l'attirant doucement à elle. Mais ce n'était pas par la main qu'elle l'avait pris. Petit papa Noël, chantonna-t-elle, les lèvres retroussées par un drôle de petit sourire. Quand tu descendras du ciel. Oh mon Dieu, Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Popol vient de se réveiller en sursaut, dit-il, en se débarrassant de sa robe de chambre. Peut-être qu'on ferait mieux de le persuader de se rendormir avant l'arrivée du Père Noël. Qu'est-ce que tu en dis? Rachel se souleva sur un coude et il sentit son haleine tiède et douce. N'oublie pas mon petit soulier. Bon, mais le soulier n'est rempli que si le petit garçon a été bien sage. As-tu été sage, Louis? Oh, sage comme une image, dit-il, d'une voix un peu tremblante. Voyons si tu es aussi succulent que tu en as l'air, dit Rachel. Ils firent délicieusement l'amour. Dans ces cas-là, d'habitude, Louis, heureux de lui-même, de sa femme, de sa vie, glissait instantanément dans un sommeil repu. Mais cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Il resta allongé sans dormir dans la grisaille ténébreuse d'une aube de Noël indécise, à écouter la respiration lente et régulière de Rachel, tout en songeant à l'oiseau mort que Church lui avait déposé sur le paillasson en guise de cadeau de Noël. « Pensez à moi, docteur Creed. J'étais vivant et je suis mort, et à présent je revis. J'ai bouclé la grande boucle, et je m'en suis retourné pour vous dire qu'on revient de l'autre rive avec le ronronnement en moins et le goût du meurtre en plus. Et pour vous dire aussi qu'un homme doit soigner ce qu'il a fait germer sur le sol raboteux de son cœur. Ne l'oubliez pas, docteur Creed. Vous m'avez planté dans votre cœur, je vais y croître et y grandir auprès de votre femme, de votre fille et de votre petit garçon.
N'oubliez pas notre secret et entretenez bien votre jardin. » Et tandis qu'il remâchait tout ça dans sa tête, Louise s'endormit sans s'en apercevoir.